Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Chaque mardi, on vous emmène en balade dans notre magazine On Tour. Cette semaine, ce sera la découverte du Fort Cassot à Rohrbach. On donnera aussi la parole aux internautes et ça, c'est Marie-Morgane qui s'en chargera. Coucou. Salut. Côté actu, on est en pleine période de grogne dans l'éducation nationale. Hier, les professeurs du lycée Jean de Pange à Sarreguemines se sont mobilisés contre la réforme du bac. On va en parler avec notre invité du jour, Serge Hermis. Bonjour. Bonjour. Coup de grogne aussi de la part des parents d'élèves. Les petits, cette fois, porte close aujourd'hui à l'école Maud Fontenoy à Sarreguemines. Les parents d'élèves se sont mobilisés ce matin dès 7h30. Laurie est sur place pour nous en dire plus. Laurie, bonjour. Coucou Julia. Ce matin, les parents d'élèves mécontents ont tout simplement fermé l'école, c'est ça ? Alors oui, effectivement, comme tu peux le voir derrière moi, l'école est vide. Ce matin, les parents d'élèves et leurs enfants ont manifesté contre la fermeture annoncée d'une des 7 classes à la rentrée prochaine. Ils ont eu le soutien d'une vingtaine de gilets jaunes. Des chaînes ont été installées sur les portails d'entrée. Seuls les enseignants et leurs enfants sont entrés dans l'école un peu plus tard quand les grilles ont été ouvertes par les policiers municipaux. Les parents d'élèves ne sont pas prêts de lâcher prise et comptent bien continuer leurs actions jusqu'à ce qu'ils obtiennent gain de cause. On découvrira leurs réactions dans un reportage tout à l'heure et vous pourrez vous entretenir tout à l'heure aussi avec la représentante des parents d'élèves. Merci Laurie, merci à Uranie au cadrage. Et donc on regarde reportage complet et interview juste après le résumé de l'actu du secteur en 60 secondes. Gagnant toutes les semaines, toute l'année, c'est chez Best, votre centre commercial à Paris-Bersvillers. Quand Rheinheim rit, c'est carnaval. C'était le thème de la cavalcade franco-allemande de Rheinheim. Un rendez-vous festif qui existe depuis 54 ans maintenant. Hier, à 14h11, près de 75 chars et 1100 carnavaliers ont démarré le défilé dans les rues de la commune. Malgré un temps pluvieux, le public était au rendez-vous pour participer aux festivités. Jets de confettis et de bonbons, musique festive et bien sûr déguisements originaux n'ont pas manqué à l'appel pour le plus grand bonheur des participants. Allez, hop, Carnaval poursuit son cours à Putelange-au-Lac avec un premier bal du Rosenmontag. Déguisement et bonne humeur obligatoires pour les carnavaliers venus de la commune, mais aussi de plus loin. Dans la salle du centre culturel, on a pu y croiser par exemple un certain nombre de Sarregueminois venus faire la fête chez le voisin. Rosenmontag toujours, mais cette fois-ci à Zétain. Organisée par l'AS Zétain, la soirée s'est déroulée dans la salle polyvalente du village. Devenu au fil des ans un rendez-vous du carnaval dans la vallée de la Sarre, le bal de Rosenmontag de cette année n'a pas failli à sa réputation. Allez, hop, hop, hop. Réforme du bac précipitée, des offres de spécialités inégales, moins d'accompagnement des élèves, voilà ce que dénoncent les professeurs du lycée Jean de Pange à Sarreguemines. Hier, ils se sont mobilisés devant l'établissement pour revendiquer, entre autres, davantage de moyens pour l'éducation nationale ou encore une meilleure reconnaissance des enseignants. Leur rassemblement était fait avec humour, ils ont porté un cercueil représentant la mort de l'école. L'Hermine ou l'histoire d'un président de cour d'assises. Le film est diffusé à la faculté de droit de Sarreguemines en présence de lycéens mosellans. Cette projection débat est organisée et animée par le conseil départemental de l'accès au droit de la Moselle. Les objectifs sont multiples, expliquer le système judiciaire, présenter l'antenne de Sarreguemines, voire éveiller des vocations. Roulez malin, prenez les transports en commun avec Cabus. Côté météo, c'est déprimant et malheureusement pas mieux pour demain. Regardez les prévisions de Météo France. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Demain,
Demain, le temps restera couvert toute la journée. Les pluies seront éparses en fin de matinée, mais elles seront plus durables dans l'après-midi. Il y aura dès la fin de matinée un vent fort. Les températures seront comprises entre 3 et 16 degrés. Demain, nous serons le mercredi 6 mars et nous fêterons les Colettes. Le soleil nous accompagnera de 7h03 à 18h22. L'image du jour nous est envoyée par Charles Schaeffer. On peut apercevoir le lever du soleil sur l'étang de Saint-Louis. Merci à vous pour la photo et n'hésitez pas à vous aussi nous en envoyer par mail ou sur notre page Facebook. 100 fois, 1000 fois, je vous ai renvoyé la balle. Fermap, des portes de garage sécurisées pour vous. L'école Maud Fontenoy à Sarreguemines a été prise d'assaut ce matin par des parents d'élèves et leurs enfants. Les parents ont décidé de bloquer l'entrée de l'école. Leurs enfants n'auront donc pas école aujourd'hui. Les Gilets jaunes sont venus soutenir cette manifestation contre la fermeture annoncée d'une classe à la prochaine rentrée. On écoute les réactions des parents dans ce reportage. On n'est pas des moutons. Ce matin, les parents d'élèves et leurs enfants ont manifesté leur mécontentement devant l'école Maud Fontenoy à Sarreguemines. La raison de leur colère, la fermeture d'une des 7 classes. Suite à cette fermeture, un poste d'enseignant devrait être supprimé. Parce qu'il y a déjà beaucoup de difficultés dans les écoles. Alors pour surcharger encore les enfants, c'est pas possible quoi. Alors j'estime que nos enfants n'ont pas à être parqués comme des moutons à 30 par classe. On a dit qu'on a amélioré les conditions d'éducation, mais en fin de compte, c'est complètement l'inverse. Le ressenti, c'est qu'il faut faire attention à la qualité de l'enseignement pour des enfants, qu'on donne aux enfants, et que ça serait pas judicieux de laisser de fermer une classe. On se retrouve avec des classes surchargées après, on baisse la qualité de l'enseignement et puis ce serait dommage. Les parents d'élèves n'étaient pas seuls puisque des gilets jaunes se sont ralliés à leur cause. Parce que les gilets jaunes, je trouve que c'est une belle représentation. En fait, on est là pour soutenir vraiment tout le monde. À la base, on était là pour certaines revendications et on trouve normal aujourd'hui de soutenir les parents d'élèves parce que c'est pas normal que des classes ferment, qu'ils soient surchargées, que les enseignantes elles galèrent. Donc voilà, c'était normal de venir soutenir les parents d'élèves. L'école de Maud Fontenoy n'est pas la seule école impactée dans le secteur. À Sarreguemines, 2 autres écoles vont perdre une classe. C'est le cas de l'école du Blauberg et de la Montagne Supérieure. Quelles sont les causes de cette manifestation? Quelles vont être les conséquences de cette fermeture de classe annoncée? La représentante des parents d'élèves nous apporte quelques éléments de réponse. Pourquoi est-ce que vous manifestez aujourd'hui? Pour l'intérêt de mes enfants. Non à la suppression des classes à l'école Maud Fontenoy. Actuellement, on est à 7 classes. Apparemment, c'est décidé que l'année prochaine, on se trouve avec 6. On est actuellement à 153 élèves. L'année prochaine, on sera à 147. C'est ce qui est sur les papiers. Si pour 6 élèves de moins, on va avoir une classe supprimée, en sachant tout simplement qu'on aura d'autres élèves qui vont rentrer, qu'on va arriver au cours d'année. Je parle tout simplement pour le cycle gymnastique. On a des élèves qui vont être... et il y a 28 élèves qui sont inscrits dans pour passer l'examen de cycle gymnastique. Ça veut dire qu'on va se trouver minimum avec, je dis vraiment minimum avec 5 ou 8 élèves qui vont se rajouter l'année prochaine à notre classe. On a la gendarmerie mobile qui dépend de notre école. Pareil, les mutations, on ne peut pas le savoir en avance. On a des enfants qui se rajoutent au cours d'année. Et ça, on ne peut pas aussi le savoir en avance et on ne peut pas le calculer en avance. Tout ça, ce n'est pas pris en charge pour la décision qu'ils ont prise pour la fermeture de classe. Et je trouve ça un petit peu désolant parce que c'est des comptables qui décident pour l'intérêt de nos enfants et ce n'est pas l'éducation nationale. Et je trouve ça vraiment très désolant. Et c'est pour ça qu'on dit non aujourd'hui, en accompagnant avec nos enfants, en accompagnant avec quelques parents et on dit non à la fermeture. D'accord, et est-ce qu'il y aura des élèves en moins du coup pour l'année prochaine? Des élèves en moins, non, non. Mais par contre, peut-être ça peut arriver tout simplement parce que Monsieur le maire il a décidé de changer les périmètres scolaires de la ville de Sarreguemines. Et il y a certaines rues qui dépendaient de l'école Maud Fontenoy, maintenant ils vont dépendre de l'école de Nankirch. Et ça c'est vrai, ça peut peut-être engendrer quelques rentrées scolaires qui ne seront pas rejoints qu'on peut perdre à l'école Maud Fontenoy. Un enterrement dans la joie et la bonne humeur. C'est avec de nombreux symboles et beaucoup de second degré que des enseignants et des élèves du lycée Jean de Pange ont célébré hier à Sarreguemines ce qui est pour eux la mort de l'éducation nationale. Ils souhaitaient ainsi sensibiliser l'opinion sur les méfaits de la réforme du lycée. Uranie Tozic et Guillaume Dumonteil nous en disent plus. C'est avec une grande émotion et, oserais-je le dire, avec une joie certaine
que nous célébrons aujourd'hui ta disparition, chère école de la République. Mais que ce terme de joie ne soit pas mal compris. Notre cœur, chère école, déborde de gratitude pour tout ce que tu as fait pour la France. C'est toi qui as formé les élites qui nous gouvernent. Je pense tout particulièrement à ces ministres, à ces hauts fonctionnaires qui, avec compétence et obstination, ont préparé ton euthanasie toutes ces dernières années. Et pour ces manifestants, c'est le ministre actuel de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui a porté le coup de grâce avec sa réforme du lycée aux multiples conséquences. Pour détailler un petit peu au niveau des spécialités qui seront obligatoires en première l'année prochaine, les élèves devront choisir entre 3 spécialités. Par contre, contrairement à ce que le ministre a annoncé, toutes les spécialités ne seront pas proposées dans tous les établissements. Donc déjà là, ça restreint les choix. Et même, il faut qu'ils choisissent 3 spécialités, mais toutes les combinaisons ne seront pas possibles, même parmi les spécialités proposées par le lycée. Autre modification, la part de contrôle continu dans le baccalauréat va augmenter. Par conséquent, les manifestants craignent que l'examen aura une valeur différente en fonction des lycées où étaient scolarisés les élèves. Comme il y a des établissements plus cotés, ça va être compliqué parce que dans les études supérieures, ils vont plus prioriser les personnes qui viennent des établissements cotés. Les enseignants du lycée Jean Depange, mobilisés hier contre la réforme du baccalauréat, ont profité de leur heure mensuelle de réunion d'information syndicale pour se rassembler. Les élèves présents à leur côté ont salué leur action. La nouvelle réforme, elle n'est pas très bien pour nous. Enfin, ça va beaucoup nous compliquer la tâche. Et je trouve que ce qu'ils font, c'est bien pour nous. Les enseignants ont réalisé une pétition dans laquelle ils dénoncent la réforme proposée par le ministre de l'Éducation nationale. Ils demandent aux personnes qui les soutiennent de la signer. Et oserais-je le dire avec une joie certaine que nous célébrons aujourd'hui. Serge Hermis, vous faisiez bien sûr partie du cortège funèbre hier. Alors les points de litige ou de mécontentement sont très nombreux. Il y a entre autres l'orientation précoce pour les élèves, la diminution du champ d'action des CIO, les profs principaux qui doivent s'impliquer encore davantage dans l'orientation. Il y a aussi le bac avec une partie des matières en contrôle continu. Il y en a plein. Pour vous, dans cette réforme, quel est le pire ? Le pire, en tant que professeur de mathématiques, c'est de proposer en spécialité de première, des mathématiques que pour les experts. C'est-à-dire qu'on n'aura plus la possibilité de proposer des mathématiques adaptées aux différents besoins des élèves. Le programme qui est établi pour la future spécialité de maths, c'est le programme de première S actuel, renforcé, donc plus dur. Et les élèves qui autrefois faisaient des mathématiques un peu plus modestes pour l'économie ne peuvent plus faire ce choix-là. Soit ils font des mathématiques d'experts, vraiment des purs scientifiques, soit ils arrêtent les mathématiques. Ce qui fait que l'offre de formation est vraiment très pauvre en mathématiques. Donc pas de maths du tout dans le tronc commun obligatoire Aucunement, pas de maths du tout, hein, c'est terminé. Donc voilà, vous pouvez penser à plein de métiers où il y a besoin de mathématiques, entre autres pour des écoles d'économie. Le post-bac ne communique pas beaucoup. Et on ne sait pas si on doit conseiller les élèves de prendre malgré tout la spécialité maths alors que ça va être vraiment difficile, ou au contraire d'abandonner et peut-être qu'il y aura un rattrapage plus tard en post-bac. Ça, on n'a aucune information sur le post-bac. Alors, parmi aussi tout ce qui était dit et scandé hier dans cette manifestation, il y avait le fait que toutes les spécialités ne seront pas proposées dans tous les lycées. Mais quelque part, j'ai envie de dire, c'est pas nouveau. Les lycées, jusqu'à maintenant, ils proposaient de toute façon pas toutes les spécialités et toutes les options. Tout à fait. Il n'y avait pas toujours toutes les filières proposées, sauf que c'était des filières assez généralistes. Ce qui fait qu'on ne demandait pas aux élèves, dès la première, de se déterminer sur la future école qu'ils veulent faire après le bac ou la future formation. Actuellement, dans le projet de la réforme Blanquer, les élèves vont choisir 3 spécialités et ils vont devoir en abandonner une en terminale. Et pour l'instant, je vous l'ai dit, on ne sait pas du tout comment les conseiller, puisqu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il faudra avoir comme spécialité de terminale pour pouvoir accéder à telle ou telle formation après le bac. Donc c'est pour ça qu'il y a des professeurs principaux qui démissionnent, parce qu'ils se sentent incapables de conseiller et d'orienter les élèves. Est-ce que, assorti à cette réforme, vous attendez aussi à des suppressions de postes, à des hausses d'effectifs, et notamment, en l'occurrence, au lycée Jean Depange à la prochaine rentrée ? Alors, au lycée Jean Depange, mais en fait c'est national. La réforme, elle est budgétaire, ce qui fait qu'ils ont volontairement évité de faire des filières, ce qui fait qu'il y a un tronc commun pour tous. Et donc le calcul est simple pour eux, c'est-à-dire qu'ils prennent le nombre total d'élèves de première, ils divisent par 35, et ça fait le nombre de classes.
ce qui n'était pas le cas avant. Avant, par exemple, on avait 2 classes de L pour 45-50 élèves, et donc on avait les moyens de fonctionner pour 2 classes. Maintenant, le calcul est simple, je vous dis, le total divisé par 35, et donc obligatoirement, on a perdu des postes, on a commencé. Donc on a perdu 2 postes au lycée Jean de Pange. La réforme, elle vient en même temps qu'une annonce du ministre qui est de la perte de 2600 postes en France, et ça sera de nouveau renouvelé, voire pire, l'année suivante quand on arrivera au niveau de terminale. Donc oui, il y aura suppression de postes, et il y a déjà des suppressions de postes. Alors j'entends bien tous vos arguments, ceci dit, moi j'ai l'impression qu'en France, quelle que soit la réforme qui est proposée, à partir du moment où on touche à l'éducation nationale, personne ou à peu de choses près n'est jamais content. Pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire? On reste figé, ou bien quelle serait la réforme idéale? Pour moi, personnellement, le constat, il était bon. C'est-à-dire que M. Blanquer avait demandé un rapport à un de ses amis, M. Mathieu, qui avait fait un rapport, qui avait fait un peu un consensus, même au niveau syndical, hein, sur le constat et sur les solutions. Les solutions, c'était un modèle un peu à la nordique, où les élèves pouvaient choisir de faire tel ou tel module en telle ou telle discipline, avec une très grande liberté de choix, avec une possibilité d'erreur et de changement de parcours, fonctionner par semestre. Ça demande évidemment beaucoup d'enseignants, beaucoup de petits groupes pour pouvoir faire ce lycée modulaire. Donc c'était vraiment une proposition qui était encourageante. Bien sûr, M. Blanquer n'en a retenu que l'idée d'essayer de récupérer des postes et de faire des économies. Donc en fait, on a déshabillé complètement le rapport Mathieu. Mais il suffit de regarder un peu ce qui se passe dans les pays nordiques, où ils investissent énormément au niveau d'éducation nationale. Et voilà, on aurait la solution. Mais, sauf que pour l'instant, on n'a pas les moyens. Voilà. Alors du coup, le programme indirectement va radicalement changer avec ces changements, ces choix de spécialité. Mais il n'y a pas que les matières enseignées, il y a aussi l'examen en soi. Le bac va avoir une grande partie en contrôle continu, sachant qu'il y a tous les ans des classements qui sortent des établissements scolaires en tenant compte de leur taux de réussite au bac. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir des pressions pour surnoter les élèves ? Des pressions, pour surnoter c'est évident, je veux dire à l'interne, et de toute façon, c'était dit dans le reportage, quand on aura le bac de, je sais pas, Louis-le-Grand à Paris, ça n'aura pas la même valeur que d'avoir le bac au niveau de Sarreguemines. Jusqu'à maintenant, lorsqu'on avait 16 de moyenne au résultat du bac, c'était un bac national avec que des épreuves communes à tous, et, enfin notées de manière anonyme, et donc ça valait vraiment un 16 de moyenne au bac. Ça va plus être le cas puisque il y a 40% des évaluations qui vont se dérouler en effet à l'interne, pas avec des sujets nationaux, mais avec des sujets académiques, corrigés à l'interne, ce qui fait qu'en effet, voilà, quelle pression on va avoir, quelles conséquences ça va avoir au niveau du post-bac. Est-ce que le post-bac va jouer le jeu en disant, quoi qu'il arrive, on ne regarde pas trop d'où viennent les élèves, ou au contraire, et ça c'est un risque, telle ou telle école un peu sélective va plutôt préférer un bac qui vient d'un lycée prestigieux plutôt que d'un bac d'un lycée de banlieue par exemple. Donc oui, c'est une vraie crainte. Du coup, quelles sont les prochaines actions? Est-ce que vous avez encore un espoir que cette réforme soit modifiée, voire reportée? Bien sûr, au minima reportée. On avait déjà commencé à essayer d'informer les parents des élèves de seconde en faisant du tractage devant le lycée, avant une réunion d'information sur la réforme, parce que c'est les premiers élèves concernés en fait cette année. C'est même, je dirais, la génération sacrifiée, puisque l'année prochaine, on fait une réforme sur 2 ans consécutifs, seconde, première, ce qui fait que nos élèves de seconde actuellement ne font pas les programmes en lien avec les futurs programmes de première l'année prochaine. Donc on a essayé le plus possible d'alerter les élèves, les parents de seconde. On va communiquer avec les collèges, les parents d'élèves des collèges. On a pris rendez-vous avec la rectrice pour en discuter. On fait partie d'un collectif de lycées qui essaye de faire un peu bouger les choses. Et on essaiera de voir aussi notre député. Voilà. Donc on verra les prochaines actions et ce que ça donne. Merci beaucoup en tous les cas pour votre témoignage. On va passer maintenant à un tout autre sujet. Est-ce que vous connaissez les courses de côte ? Oui, aussi bien à pied qu'en moto. Je ne sais pas ce que ça va être. Là, mais ça va être en sport automobile. Voilà. L'objectif, c'est donc d'avaler une pente à bord de bolides ultra rapides. Les courses ne durent pas plus de 2 minutes, mais elles sont très impressionnantes. Valentin Guinel a rencontré l'un des champions de France durant son entraînement à Meisenthal. Reportage.
Aujourd'hui, la voiture ne fait que 220 chevaux. Normal, c'est journée d'entraînement pour Dorian Ferstler. Ce verrier de Montbronn veut garder la main pour sa passion, la course de côte. Au niveau sensations, on se régale. C'est des sensations uniques que je ne retrouve que dans la discipline de la course de côte. Mais qu'est-ce que c'est? Le but est de monter une côte le plus vite possible. Pour cela, il pilote un prototype, 300 chevaux pour seulement 550 kg. À son bord, il pointe rapidement à 200 km/h. C'est dangereux parce qu'on prend des vitesses assez élevées. Encore une fois, ça reste une route et non pas un circuit. Donc la route est dégradée. Après, ça dépend du temps. Il y a des arbres, il y a des rochers, il y a des fossés, il y a des glissières. Et si on veut faire un bon temps, il faut quand même prendre des risques assez considérables. Et il n'est pas à l'abri de l'accident, comme lors de sa première saison quand il s'encastre dans une glissière ou lorsque sa voiture prend feu. Il y a de la peur, il y a de l'amusement, parce qu'on apprend la voiture est formidable, la voiture est puissante, on reçoit des jets, enfin voilà, tout, c'est un cumul de choses qu'on ressent à l'arrivée. À l'arrivée, on peut dire ouf, et un grand soupir et un grand soulagement. Le défi, c'est aussi rassembler de l'argent pour sa voiture. Comptez près de 400 € pour un pneu et 3,50 € par litre d'essence. Il faut donc sans cesse trouver des financements. C'est parfois difficile pour un sport peu médiatisé. Mais Dorian Ferstler sera bien sur la ligne de départ d'Abrèche-Villers le 27 avril pour le début du championnat. Dans un instant, les internautes évoqueront carnaval et puis on terminera cette émission en vous emmenant visiter le Fort Cassot. A tout de suite. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. La question proposée aux internautes sur la page Facebook de Mosaïque Cristal est de saison. Regardez. La saison carnavalesque va bientôt s'achever. On veut connaître vos plus beaux souvenirs en lien avec Carnaval. Répondez-nous dans les commentaires. Alors Marie-Morgane, quels sont les souvenirs de nos internautes? Alors je vais commencer par le souvenir de Jacques qui se souvient forcément du carnaval 1978 puisqu'il était le prince du carnaval. Et on a Iknono aussi qui nous a écrit en 1997, mon mari et moi avons été le couple princier de la société carnavalesque de Putlange-au-Lac. Excellent souvenir, bal, cavalcade, Kapenzetsung, la totale. C'est d'ailleurs grâce au carnaval qu'on s'est rencontrés. À travers les commentaires de nos internautes, on ressent aussi beaucoup de nostalgie par rapport à d'anciennes festivités carnavalesque. Pat a écrit « Les meilleurs resteront toujours ceux avant que la mairie ne soit transformée. Ça, c'était des soirées d'enfer qui attiraient du monde venu des 4 coins de la France. » Elia et Alan étaient toujours très motivés. Ils enchaînaient 4 balabala en une semaine. Elia nous a écrit « Les 4 balabala d'affilée tout en travaillant et à Ambar, ainsi que les afters au buffet de la gare et chez Winterberger, puis chez Alex avant d'aller se coucher le mercredi à midi. » Que d'énergie et de beaux souvenirs. Ceci dit, c'est pas la seule question que tu as posée aux internautes. Exactement, on a aussi proposé un sondage dans notre story Facebook. On vous a demandé si lors des festivités de carnaval, vous étiez plutôt le roi de la fête ou alors si vous restiez dans le contrôle. Et les résultats sont assez serrés. On a 46% de gros fêtards et 54% d'internautes qui vont plutôt rester dans le contrôle. Ok, et ben tu vas voir qu'on a aussi demandé à des passants ce que représente Carnaval pour eux. Vous allez voir leurs réponses, mais j'en profite déjà pour leur adresser un grand merci d'avoir accepté de répondre à Laurie Couteau et Valentin Guinel, malgré les conditions météo à Beach. Alors j'aimerais savoir ce que ça représente pour vous Carnaval. La fête, la joie, c'est super surtout quand on a des enfants parce qu'ils adorent ça, le carnaval, pouvoir se déguiser, pouvoir être maquillé sur le visage, etc. Donc c'est que de la joie, quoi. Ça a du succès et puis c'est bien, c'est fantastique, hein. Surtout le défilé, hein. Le défilé carnavalesque hein, qui est vraiment super. Hein. De toute façon on l'a vu à Sarreguemines, hein, c'est un véritable succès. Hein. Bon, alors Beach c'est le 17, hein, la cavalcade. Hein.
Oui, c'est excellent. Hein. Justement, c'est un moment aussi pour rentrer dans le temps du printemps. Et en même temps, sur le plan chrétien, on est au mardi gras, carnaval, et le lendemain, c'est le mercredi des cendres. Donc c'est deux choses un petit peu différentes et opposées, on va dire. Voilà. Oh, c'est un amusement comme d'autres. Bon, les gens, ils se masquent, ils profitent un peu de la vie et pour sortir et se rencontrer et s'éclater. Et est-ce que vous faites carnaval? Non, parce que je vous dis, moi j'ai pas les enfants, donc éventuellement mes voisins on s'invite, mais on fait pas vraiment carnaval, non. Pour carnaval, comme j'ai un fils, donc je le déguise, je l'emmène, il se promène, donc voilà, il s'amuse, voilà, c'est la fête, on profite en famille et voilà, c'est du bonheur. Et qu'est-ce que vous faites vous pour carnaval? Oh, pas grand-chose, moi je vais avoir 73 ans, alors donc... Je ne fais plus grand-chose, je vais voir, des fois je vais voir comment ça se passe. Je prépare mes enfants pour le carnaval à l'école en fait. Donc on les déguise, etc. quoi. Et pour la cavalcade de beach, rendez-vous dimanche 17 mars dans les rues de la ville à partir de 14h30. Le mardi, on s'intéresse à la passion des jeunes. Et aujourd'hui, c'est Margot qui nous a envoyé une vidéo. Marie-Morgane, c'est quoi son kiff? Alors Margot, elle adore faire la cuisine et elle nous a montré son savoir-faire en vidéo. Regardez. Bonjour, je m'appelle Margot, j'ai 14 ans et ma passion, celle dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la cuisine. Alors la cuisine, comment ça m'est venu? C'est tout bêtement en fait, ça partait d'un goûter de base. Je voulais manger quelque chose que je mangeais pas tous les jours et en fait je me suis tout simplement à me faire un gâteau au chocolat comme ça, j'avais les ingrédients donc je me suis dit je vais le faire. Et c'est vraiment en le faisant, ça m'a plu. Je me rappelais pas d'avoir déjà cuisiné et que ça me plaisait autant de préparer finalement. Et c'est là que ça a commencé. Plus je le faisais et plus ça me plaisait en fait, je me suis pas lassée de faire. Et aujourd'hui je fais la cuisine toutes les semaines, peut-être même 3-4 fois par semaine. Ça arrive que mes parents rentrent à la maison et ils voient que j'ai fait des crêpes, que j'ai fait des pancakes, des fois je prépare des pizzas. Et la cuisine n'est pas le seul kiff de Margot, elle adore aussi le cinéma et le théâtre. Et elle est d'ailleurs en stage chez nous cette semaine pour découvrir le monde de l'audiovisuel. Et si toi aussi tu veux participer à notre chronique C'est mon kiff, tu peux nous envoyer tes vidéos pour nous parler de ta passion. Tu peux nous faire parvenir tes images par mail ou via WhatsApp au 06 81 82 40 33. Merci Marie-Morgane et on te retrouve demain, non pas sur le plateau, mais en duplex. On va maintenant partir en balade. Après la ligne Maginot Aquatique la semaine dernière, notre magazine On Tour vous emmène dans une forteresse de la ligne Maginot. 25 mètres sous terre, Flora va vous plonger dans le quotidien des soldats du Fort Cassot à Rohrbach-les-Bitches. On vous laisse découvrir en sa compagnie. Très bonne journée à tous, à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro On Tour, plutôt venteux, vous le voyez. Aujourd'hui on vous emmène à la découverte du quotidien des soldats de la ligne Maginot et c'est ici que ça se passe au Fort Cassot. Et pour démarrer la visite, il faut d'abord descendre 25 mètres sous terre. Bon, je vous retrouve en bas, le temps de regarder une petite présentation du Fort Cassot. « 6000 mètres cubes de béton, 500 tonnes d'acier, voici le gardien du plateau de Rohrbach, le Fort Cassot ou petit ouvrage de Rohrbach. Ce fort, comportant 3 blocs en surface, est une véritable petite ville enfouie sous 25 mètres de calcaire et devait à l'origine être bien plus imposant. Les premiers plans de l'ouvrage comptaient 10 blocs et s'étendaient de l'autre côté de la voie ferrée qui traverse Rohrbach. En 1934, les plans changent et l'ouvrage est amputé des 2/3 de ces blocs de combat. On revoit alors l'aménagement des 3 blocs restants et l'entrée principale est positionnée au bloc 2.
On y trouve une cuisine, une centrale électrique, un vaste casernement, des moyens de communication modernes et tout un système de ventilation destiné à se protéger d'attaques au gaz. Un confort dont ne disposaient pas les soldats du fort de Vaux pendant la Première Guerre mondiale et dont les souffrances sont restées dans les mémoires. Ici étaient stationnés 1796 hommes qui, durant les attaques de juin 1940, ne se laisseront pas prendre. L'ouvrage est bien protégé, il est à portée de tir des canons du Simserhof. L'équipage du Fort Cassot subira 2 pertes le 15 juin. Alors que le lieutenant d'Amour vient vérifier l'avant-poste de la ferme d'Olferdin, il est tué avec un soldat par une patrouille de reconnaissance allemande qui est déjà sur les lieux. Au bloc numéro 3 se trouve l'observatoire. C'est d'ici que l'on informait et réglait les tirs du Simserhof à 8 km de là. Ce sont aussi les observateurs disposant d'une radio qui ont été les premiers informés de l'armistice. Alors que le Welschof et la casemate de Binin se rendent le 24 juin, le Fort Cassot, tout comme le Simserhof, restera invaincu. Il cessera le feu sur ordre du gouvernement le 25 juin à minuit 30. Depuis 1989, une poignée de bénévoles travaille à la rénovation, l'entretien et la sauvegarde de ce patrimoine militaire. On y assiste aussi chaque année au mois d'août à une reconstitution historique. Le Fort Cassot est devenu l'attraction touristique de Rohrbach. Voilà, nous voilà en bas avec Bernard Morvan. Bonjour. Bonjour Flora. Alors vous êtes le président de l'association du Fort Cassot. Alors déjà pour commencer, qui était Cassot? Cassot était le nom d'un lieutenant du génie qui a séjourné dans l'ouvrage pendant les événements de 1940 et qui a eu, selon la bonne ou la mauvaise idée, d'épouser une fille du village. Donc l'association, quand on a repris cet ouvrage pour le restaurer et le faire visiter, on a cherché un nom de baptême et tout naturellement on a donné le nom de ce lieutenant. Ah oui, ce lieutenant est mort en février 2002 à l'âge de 89 ans avec le grade de général des sapeurs-pompiers de Paris. D'accord. Alors ici on voit que tout est resté plus ou moins dans son jus. On a l'impression que les soldats viennent de partir. Expliquez-moi, c'était quoi le quotidien d'un soldat? Oui, vous trouvez ici une cuisine qui est maintenant en ordre de marche, tout est équipé. Effectivement, comme à l'époque, le but de l'association étant de revivre l'ouvrage comme il était à l'époque. La vie dans l'ouvrage à l'époque était rythmée surtout par les repas, par les séances d'instruction, par les nuits passées dans les chambres, mais ils arrivaient à un moment à perdre la notion du temps. Donc c'était surtout les repas qui rythmaient la vie dans l'ouvrage. Et on mangeait plutôt bien dans cette cuisine ou pas vraiment? On mangeait bien et vous pourrez voir les menus de la première semaine de janvier 1940 qui sont affichés là-bas. Et vous verrez que la nourriture était très riche, surtout pour compenser donc cet effet d'être sous terre, d'être enfermé, cet effet que l'on pouvait appeler à l'époque la bétonite. C'était une maladie. Effectivement, ça ne devait pas être facile. Alors grâce à l'association, maintenant on peut visiter le fort, mais on peut aussi participer à plein d'animations en fait. On essaye d'animer le fort en dehors de ces visites traditionnelles, effectivement, tous les ans. Depuis l'année dernière, on s'est lancé dans des escape-games. Donc, pour la nuit des musées au mois de mai, on refait cette année un escape-game. Et pour les journées du patrimoine de septembre, on fera certainement encore un escape-game, groupé avec une visite d'un bloc, comme on a fait l'année dernière, et on a remporté un grand succès. Il y a également une opération qui est une opération conjointement avec la commune, où on fait une course tous les ans, qui s'appelle la Rohrbachoise, à travers le Fort Cassot. Donc le but est de rentrer par un bloc, celui qu'on a été voir tout à l'heure, de descendre 104 marches,
de courir 600 mètres dans les galeries et de remonter 145 marches. Super. Tout ça au milieu d'une course de 10 km. C'est pas mal. Et nous organisons tous les ans 2 journées où on se consacre à des reconstitutions historiques, des mémoires de guerre, et nous allons en faire 2 jours à la fin du mois de juillet. Et forcément, tout ça, ce ne serait pas possible sans l'association. Bien sûr. Et puis, l'association n'est pas en reste quand il s'agit aussi de remonter ses manches, notamment pour des travaux. Regardez. Tout a commencé avec un peu de nettoyage et de peinture il y a 30 ans. Au fil du temps, les bénévoles qui sont aux petits soins du Fort Cassot n'ont pas ménagé leur peine. 2 samedis par mois, ils sont à l'ouvrage. Ici, on refait à neuf l'éclairage de la galerie du bloc 2. Et après, on remplace tous ces vieux tuyaux, câbles là, par du truc normal. Et on va retirer des fils, des nouveaux fils là-dedans. On aura de la lumière correcte, en sous de sécurité. On va continuer à remplacer donc toutes ces lampes là. Tout ce qui sert à faire les lampes. Là, voilà ça c'est avant nettoyage. Ça c'est après nettoyage. Donc les fils, tout ça c'est des tuyaux qui sont neufs qu'on a cintrés comme je vous l'ai montré là tout à l'heure. Ces passages de câbles seront repeints en noir et les lampes replacées. Nous voici ici dans la réserve du matériel qui servira à poursuivre les travaux dans la galerie. Dans l'atelier, les bénévoles nettoient, restaurent et assemblent des pièces d'époque récupérées pour la majorité dans d'autres ouvrages. Ça c'est avant nettoyage, ça c'est après nettoyage. Et quand on ne trouve pas les pièces d'origine, on les fait refaire grâce aux nouvelles technologies. Ce téléphone a été fabriqué par une imprimante 3D, tout comme le chargeur de cette mitrailleuse. Chaque année, l'association se fixe un programme de travaux à effectuer. Avec peu de moyens financiers, mais des partenariats avec le collège de Rohrbach pour les pièces en 3D et l'huile de coude de chacun, le fort retrouve peu à peu la fière allure de ses débuts. L'objectif n'est cependant pas de refaire tout le fort tel qu'il était. Certaines parties resteront dans leur jus. Les bénévoles de l'association veillent sur lui depuis 30 ans et permettent ainsi d'offrir aux visiteurs un espace d'interprétation sans artifice de l'histoire de la ligne Maginot et du quotidien des régiments d'infanterie de forteresse. Ah voilà, je suis maintenant avec Bertrand Klein. Bonjour. Voilà, bonjour. Alors vous êtes un membre de l'association des Amis du Fort, c'est ça? Voilà. Expliquez-moi, on se trouve où là? Alors là, on est à l'étage intermédiaire de cette tourelle arme mixte. Hein. Donc ici se tient en principe le chef de poste. Oui. Hein, l'officier est là. Il a devant son œil un périscope qui lui permet de regarder à l'extérieur. Il peut donner les ordres aux gens qui se trouvent là-haut, il peut donner les ordres aux gens qui se trouvent en bas, soit par des porte-voix, mais le plus simple, c'est les transmetteurs d'ordre. D'accord, et c'est un outil indispensable. C'est un outil indispensable parce qu'ici, il règne quand même un bruit infernal. Hein, quand c'est en activité, quand on effectue des tirs, on n'arrive plus à communiquer avec la voix. Donc, on utilise des transmetteurs d'ordre comme sur un navire. Pour communiquer à chaque étage. En haut et en bas. Et alors, actuellement, est-ce que cette tourelle, elle fonctionne encore? Cette tourelle, elle fonctionne parfaitement. C'est-à-dire comme à l'époque. On pourrait la monter, la sortir? On peut la monter, on peut la sortir, on peut la tourner sur 360 degrés. Génial, est-ce qu'on peut essayer? On peut essayer. Bon, c'est parti, je vous suis. Allez, on redescend. Alors expliquez-moi comment ça se passe. Alors ici, la tourelle est en position haute, donc en position de tir. D'accord. Alors ce qu'il faut faire, avant que l'ennemi ne riposte, il faut redescendre cette tourelle pour qu'elle soit sécurisée. Avec les manivelles? Avec les manivelles, voilà. On essaye, on va y arriver. Alors que la partie qu'on va soulever, c'est le contrepoids qui fait quand même 10 tonnes. 10 tonnes. 10 tonnes. On va y arriver. Vous sentez capable? On va essayer. On va essayer. Je garantis rien. C'est parti. Attendez. Hop là, et on y va. Ça y est.
Bon, c'est pas évident, il faut être quand même costaud. Voilà, mais vous voyez que 2 soldats, à l'époque, étaient tout à fait capables de monter cette tourelle rapidement. De 10 tonnes, impressionnant. Mais alors vous êtes bénévole à l'association des Amis du Fort. C'est ça. Pourquoi pour vous c'est important de préserver ce patrimoine? Déjà l'histoire c'est quelque chose d'important. L'histoire, il ne faut pas oublier son histoire. Et il faut transmettre aux générations futures toute cette histoire qu'on a oubliée, qui ne figure pratiquement plus dans nos manuels scolaires. Et à mon avis, il faut en parler de plus en plus. En fait, vous êtes un passionné aussi. Moi, je suis passionné, voilà. Je suis passionné. Et c'est important de transmettre ça. C'est très important de transmettre tout ça, voilà. C'est simplement dommage qu'on ne prête pas plus d'attention à notre patrimoine. Mais en tout cas, merci pour cette visite et cette démonstration. On s'en souviendra. Voilà. Merci beaucoup. On va s'intéresser maintenant à autre chose dont on n'a pas encore parlé. C'est l'emblème de toute troupe militaire, le fanion. Allez, on vous emmène à la découverte de celui du Fort Cassot. Donc en fait, le fanion, l'ouvrage de Rohrbach, qu'on connaît communément sous le nom de Fort Cassot, a une histoire très particulière, à savoir que lors de la réédition de l'ouvrage le 30 juin 1940, au soir, le commandant d'ouvrage a décidé de fragmenter le fanion en autant de morceaux qu'il restait de membres d'équipage dans l'ouvrage. Cela afin que chacun des membres d'équipage de l'ouvrage puisse conserver un bout de France dans sa poche durant sa captivité. Et donc le commandant d'ouvrage, le capitaine de Saint-Ferjeux, a décidé de conserver le fragment central qui représente en fait un trèfle à 4 feuilles avec au-dessus une tourelle caractéristique de la ligne Maginot. Donc ce fragment qu'on présente ici est en fait une reconstitution que la famille de Saint-Ferjeux nous a remise en 2006 lors de l'inauguration en fait d'un chemin piéton sur les dessus de l'ouvrage qui est le chemin Paulet de Saint-Ferjeux. Mais le moteur, il alimente quoi? Enfin, je comprends pas. Au bout de ce moteur, il y a une génératrice qui va produire le courant pour alimenter l'ouvrage. D'accord. Donc ça va. Un seul moteur a besoin de fonctionner. Il y a toujours un moteur en route et un moteur qui est en entretien. D'accord. Et ça, c'est quoi ça? Ça, c'est, puisque ça fournit de l'électricité, tu as ici tous les tableaux électriques pour la redistribution de l'ensemble de l'ouvrage. Alors là, Bernard, on se trouve où? On se trouve dans un type de chambre pour soldats, c'est une chambre lit hamac. Il y a au total 26 hamacs là-dedans. En fait, les soldats, ils partageaient tout. On voit un petit peu leur quotidien. Et d'ailleurs, ils ont même aussi fêté Noël ensemble. Effectivement, Noël 1939 a été fête dans cette pièce. Le menu du jour était un menu que les gens n'avaient pas l'habitude de manger, parce que c'était le recrutement des gens ici, c'était des Parisiens et des gens du Nord, et on leur a donné à manger du boudin blanc et de la choucroute. Pour eux, c'était une découverte. Ils ne savaient même pas que ça existait. Donc, ils ont fêté Noël ici, ils ont fait des sketchs, ils ont fait des jeux, ils ont bu, ils ont fêté Noël. Ouais, voilà, super anecdote, merci. Et puis en tout cas, sachez que des histoires comme ça, vous pouvez en entendre plein si vous venez visiter le Fort Cassot. Merci en tout cas Bernard d'avoir été l'un de mes guides aujourd'hui. Et puis quant à nous, vous connaissez désormais le rendez-vous, alors je vous dis à la semaine prochaine. On continue ? Merci Florent.